Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et le Bitcoin. On commence avec les nouvelles du mardi 6 septembre 2022. Vous allez voir, l'actualité est assez faible. Nous avons déjà Binance qui annonce la conversion automatique des USDC, USDP, TUSD en BUSD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que automatiquement, si vous recevez ou récupérez ou vous avez sur votre wallet un de ces stablecoins, donc je répète USDC, USDP et TUSD, automatiquement ils seront transformés en BUSD, donc le stablecoin de Binance. Pourquoi ça a été fait, pourquoi ça a été programmé? C'est pour la condensation de la liquidité de Binance. On sait que le BUSD est justement minté par Binance et permet d'avoir une concentration de la liquidité sur le BUSD. Ce sera effectif à partir du 29 septembre, donc à partir du 29 septembre notamment, si vous avez des USDC, ils seront transformés automatiquement en BUSD. Après, c'est une question de est-ce que je préfère des BUSD qui sont générés par Binance ou USDC qui est généré par Cycle. Personnellement, j'ai du BUSD, j'ai de l'USDC, j'ai de l'USDT. J'aime bien avoir une répartition des trois. Le fait de devoir supprimer l'USDC, à ce moment-là, mes USDC ne seront plus du tout sur Binance, et c'est une des modifications que je vais effectuer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un choix de Binance qui se concentre vraiment sur son stablecoin, ce qui peut être tout à fait logique dans leur mise en place, ce qui renforce aussi leur aspect très bancaire, qui aussi ressort. Mais à côté, nous avons par exemple Bybit, qui est en train de se concentrer sur l'USDC avec un partenariat qui a été acté avec Cycle pour proposer un certain nombre de produits autour de l'USDC. Et donc, je pense que mes USDC vont finir sur Bybit, parce que c'est logique. En l'occurrence, il y en a un qui est en train de se diriger vers USDC, il y en a un qui est en train de se consolider sur son propre stablecoin. Pourquoi pas? Moi, je suis déjà utilisateur de Bybit, donc forcément, je vais avoir tendance à me rediriger dessus. Ensuite, on continue les nouvelles avec la confirmation de The Merge qui aura lieu entre le 13 et le 15 septembre. Ça avance très très vite. On est bientôt à moins d'une semaine et surtout ça commence aujourd'hui avec la mise à jour Bellatrix qui possède globalement tous les éléments pour pouvoir effectuer The Merge automatiquement. Et voilà, c'est l'élément clé globalement de ce mois-ci au niveau de la crypto-monnaie. Il faut que The Merge se déroule bien, il faut que la notion de forking avec tout ce qui est Proof of Work se déroule bien. Je n'ai pas forcément de gros doutes de ce côté-là au niveau de la communauté générale, mais bon, dans tous les cas, il y a une petite appréhension, comme d'habitude, parce que c'est vraiment quelque chose qui ne s'est jamais fait. Il n'y a pas de passif, il n'y a pas d'historique, donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et quand on arrive dans quelque chose de nouveau comme ça, il faut arriver à se projeter et aller plus loin. Et c'est vraiment l'intérêt aussi de The Merge, de se projeter après The Merge pour bien comprendre ce qu'est The Merge et l'impact que ça a sur les crypto-monnaies en général. L'impact des crypto-monnaies, alors c'est vrai que j'en parle souvent, sur le fait que The Merge va réduire drastiquement le nombre de générations Ethereum, que c'est le début à la transformation d'Ethereum avec la mise en place par la suite du sharding, enfin oui, plein de choses qui arrivent. Ok, oui, mais on oublie de parler régulièrement des mineurs, c'est-à-dire que on arrête le Proof of Work, donc ça veut dire que il y a un impact monumental au niveau des crypto-monnaies, ne serait-ce que par l'afflux de mineurs massifs qui vont arriver sur tout ce qui est minable avec des GPU. Donc tout ce qui est minable est somme toute rentable avec le même équipement que Ethereum. Il y a toute une partie qui ont commencé à liquider clairement leurs cartes, qui ont commencé à liquider tout ce qu'ils ont, mais à côté, on a des personnes qui continuent et qui veulent continuer à miner et qui sont en train de chercher des alternatives. Donc il va y avoir un afflux massif de ces mineurs sur tous les coins qui sont susceptibles d'être minés, intéressants ou non. Et c'est ça qui risque aussi d'impacter la sphère de la crypto-monnaie d'ordre général, parce que il faut bien comprendre que le minage d'Ethereum était excessivement rentable et surtout avait énormément de mineurs. Vraiment beaucoup de mineurs. Admettons, même si on a 50% qui partent, il reste 50%
de puissance de calcul qui vont être répartis sur différents coins, parce que malheureusement il n'y aura pas tout, enfin une répartition ne sera pas égale, et donc on va se retrouver quand même avec des personnes qui vont se mettre à miner une des crypto-monnaies jusqu'à ce qu'elle ne soit plus rentable, pour aller vers une autre, et ainsi de suite, et se déplacer. Je pense qu'on risque d'avoir pas mal de flux sur tout ce qui est minable avec justement le même algorithme, enfin en tout cas un algorithme similaire au Proof of Work d'Ethereum. Ça va être à surveiller parce que je pense qu'on va avoir du mouvement sur ces cryptos-là. On a terminé avec les nouvelles, vous avez vu, c'est très court. On attaque avec le petit rappel habituel du Discord, très important, parce que le Discord c'est là où il y a toutes les informations, c'est là où notamment il y a les crypto-olympiades qui sont des événements sur lesquels on vous fait gagner pas mal de choses, il y a des guides, des discussions, il y a plein d'informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading, l'investissement et aussi le minage. Il y a aussi un coin mineur, il y a un coin développeur, donc il y a beaucoup d'infos, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et je vous mets tout en description et en commentaire. À la fin de cette vidéo, vous avez une vidéo de présentation si jamais ça vous intéresse, vidéo que je vais refaire bientôt pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus concis aussi pour vous présenter. Alors, on a terminé la partie, on attaque la partie technique avec notre rappel habituel de notre hypothèse héliotiste de vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la vague 4 composée en retracement ABC avec un B avec extension, C avec extension, c'est terminé en 382, donc une extension de Fibonacci classique, un petit peu forte mais classique somme toute. Et actuellement, on est dans une zone de retracement très fort avec un order block sur lequel on a cassé le 618 et on est un petit peu au-dessus du 786 du retracement général. On a une zone très importante qui est notée ici dans le 1,618 dans les 10 000 $, sur lequel voilà, on a un gros attrait du cours pour aller travailler sur les 10 000 $. C'est pour ça que beaucoup de personnes pensent qu'on va retourner à 10 000 $ bientôt, c'est que c'est une des objectifs en fait qui se donne sur ce retracement qui a été fait. Voilà. Alors, je voudrais revenir, étant donné qu'il y a assez peu de nouvelles, vous allez vite voir qu'au niveau de l'analyse, on reste sur quelque chose d'assez plat. Je vais vous proposer après une version autre de cette analyse, avec une mise en place d'une réflexion sur la fractalité, ce qui s'est passé avant, et essayer de comprendre ce qui se passe maintenant, et défendre cette notion de cassure à 10 000. Voilà. Est-ce que je vais essayer de répondre sur la cassure à 10 000? On va juste avant de faire cette réponse-là, faire un petit point quand même sur notre zone basse, voir ce qui s'est passé. Pourquoi je vous dis qu'il se passe pas grand-chose? Parce qu'on a toujours cette accumulation qui est en cours en SC. Ici, Selling Climax, Automatic Rally, Secondary Test, donc on est en train de mettre en place une accumulation de wick-off qui a pour but de créer des liquidités. On a mis en place un cric haussier, donc canal de création de liquidités haussières qu'on est allé ponctionner en haut, ponctionner en bas. Donc on a pris les liquidités en haut, on a pris les liquidités en bas. La question qu'on se pose actuellement, c'est est-ce que on travaille, on casse vers le haut ou est-ce qu'on casse vers le bas? Actuellement, il n'y a pas de réponse supplémentaire parce qu'on est dans une forme de ranging très très fort, vraiment très fort avec des faibles volumétries. Si on zoome, on voit très très bien qu'on est toujours dans cette compression très forte de liquidité. Ici, momentum aussi, pareil, en compression, avec une petite accélération haussière, mais on est quand même dans quelque chose qui est, somme toute, parfait sur du ranging. La compression de liquidité, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, depuis quand même vraiment longtemps au niveau du Bitcoin, en tout cas comme ça. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était un break haussier qui avait été fait, et du coup qui nous emmènerait, c'est un petit peu l'idée, dans les 23 000 pour aller chercher les liquidités. On n'oublie pas qu'en termes d'order flow, ça n'a pas changé depuis hier, donc n'hésitez pas à regarder, je vais vous faire un petit topo rapide, mais si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à regarder la vidéo d'hier de la quotidienne, mais parce que rarement, comme ça, l'analyse ne bouge pas. Malheureusement, c'est le cas même sur l'order flow. Même sur le DOM, il y a de très peu, enfin vraiment très peu de modifications qui sont effectives. Et là, on se retrouve vraiment sur une forme de ranging qui est en cours, sur lequel on va attendre une résolution. Est-ce que la résolution va arriver cette semaine? Il y a des doutes. Clairement, il y a des doutes. On va discuter après du Nasdaq et du SP500 pour bien comprendre l'idée générale qui se trouve là, mais clairement, on a des doutes. Alors, pourquoi je vous dis que ça va pas tant bouger, c'est parce que on a toujours en fait des shorters qui sont en train de se positionner, créer de la liquidité ici et ici, d'accord? Donc on a beaucoup de shorters, là on a une petite prise de liquidité, cette accélération, cette bougie qui a eu lieu ici,
celle-ci, c'était pour tout simplement faire un petit short squeeze, récupérer toutes les liquidités qui se trouvaient là. Donc là, on a bien liquidé une partie des liquidités là. Je pense qu'on va avoir peut-être une accélération baissière pour aller récupérer les liquidités là. Et ensuite, on aura soit une recompression du cours, si jamais la résolution n'est pas suffisante, soit à côté, un départ d'un mouvement soit haussier, soit baissier. On verra ensuite. Pourquoi soit haussier, soit baissier? C'est parce que, à l'heure actuelle, en fait, tout simplement, l'order flow, il est compressé. Il est compressé, on a une liquidité en haut avec les shorters à découvert, on a une liquidité en bas avec les longues, on est à peu près sur... On se dirige doucement vers 50-50 en termes de liquidité. La seule chose qui diffère, c'est qu'on a un deep off market, un DOM, qui, sur la partie basse, est majoritairement dense, donc il y a beaucoup d'ordres d'achat qui sont en attente d'être fill, et à côté, malheureusement, sur la partie haute, on n'a pas grand-chose. On n'a personne qui veut vendre du BTC, surtout en spot. On n'oublie pas que le principe même du DOM, c'est que s'il y a une représentation du spot majoritairement, et sur lequel on a assez peu de personnes qui souhaitent vendre dans cette zone-là, et qui, du coup, veulent conserver le BTC. Donc c'est pour ça que, si jamais on a un mouvement haussier, le mouvement haussier peut être très vite très fort. C'est toujours la schématique que je vous représente, c'est toujours le biais que j'ai en état. Si on regarde l'order flow, on a une compression. Clairement, on voit bien toujours notre long short position sur les top traders est toujours en compression. On est en train de se diriger doucement mais solidement vers les 50. Ici, avec toujours un leverage cette fois-ci qui est en train de consolider au-dessus des 120 000. Donc on est en train de se diriger vers les 130. Je pense qu'avec le prochain mouvement, on risque d'arriver dans les 140 000 de leverage, ce qui est colossal. Je pense qu'on devrait pas tarder à arriver dans les ratios. Là on est à 2,63, donc c'est-à-dire c'est le ratio de l'open interest versus la totalité du market cap. On voit qu'on est en train de se diriger vers un ratio de 3, ce qui est juste colossal. Donc le mouvement risque d'être assez fort. On a bien une confirmation de la divergence entre les comptes classiques et les top traders. Donc on a bien les comptes classiques qui sont en train d'acheter majoritairement ce marché, les top traders qui sont en train de construire des shorts actuellement, ou en tout cas de prendre des profits potentiellement sur des shorts. C'est un petit peu l'idée que j'ai, mais derrière on voit qu'on a une consolidation qui est en train de se faire, et l'open interest nous dit que potentiellement la construction elle est en train de se faire avec des leviers. Elle est en train de se faire avec des leviers, et du coup c'est une des raisons pour lesquelles je pense que si on a une accélération haussière, à minimum on va aller chercher ces tops là, parce que là ça veut dire que quand on regarde bien ce qui s'est passé ici, on a bien eu une prise de profit qui a été faite, et ensuite on a une construction qui est en train d'être faite. Construction qui crée la liquidité en fait au-dessus de ce top là, clairement au-dessus de ce top là et au-dessus de ce top là pour les deux. Donc on a bien une construction de liquidité là sur lequel à un moment donné on se dit que soit on va avoir une prise de profit massive suite à une cassure, soit on va aller faire un short squeeze rapidement. À savoir que on a bien une résilience du BTC, on a quelque chose qui est assez rare, suffisamment rare pour le noter, d'avoir une résilience comme ça, alors que majoritairement on est en train d'ouvrir des shorts à tout va, et à côté de ça, on est quand même sur un BTC qui résiste, et qui justement soutient le cours, et qui montre que le BTC n'est pas si influencé que ça par rapport au Nasdaq, alors même si on va voir que le Nasdaq est quand même un petit peu faible en ce moment, mais en termes de volume, mais on voit que on a un BTC qui est limite stable, chose qui est excessivement rare pour la crypto-monnaie, et surtout le BTC, on a quelque chose qui est vraiment très stable depuis en fait assez longtemps. Si on regarde ce qui s'est passé, ici on a eu zone de stabilité sur lequel on a rangé sur quasiment 10%, chose qui est assez faible pour le BTC. On n'oublie pas qu'on parle d'un actif excessivement volatile. Ensuite, on a eu une deuxième phase de ranging qui s'est trouvée ici, sur lequel on a rangé sur 5%. Et pareil, troisième phase de ranging qu'on est en train de faire, sur lequel on est en train de ranger sur 5% aussi. Donc on est quand même dans trois phases de ranging qui sont très intéressantes. Donc la résilience du BTC, est vraiment importante, je pense, pour l'ensemble des cryptos, et surtout, il y a un événement pour l'ensemble de la cryptosphère qui arrive, qui est The Merge. Je pense que The Merge joue un rôle sur le BTC, malgré le fait que beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas le cas. Il ne faut pas oublier que sur l'ensemble de la crypto-monnaie, BTC représente 40%, Ethereum représente un très gros pourcentage, mais surtout la zone d'influence
de Ethereum s'agrandit énormément, et donc on va avoir une compensation entre les deux. Et généralement, on se retrouve toujours sur des placements ou de la mise en place de DeFi qui va être effectué en termes de liquidité sur le BTC et l'Ethereum. Les deux sont liés, c'est-à-dire que on va avoir l'un et l'autre, et en termes de mise en place d'investissement et de collatéralisation au niveau de ces investissements, on va être soit en BTC, soit en Ethereum, ou soit dans les deux. Donc, intrinsèquement, les deux sont liés, parce que sont liés dans une forme de portefeuille. Quel est l'intérêt d'aller les liquider du BTC, si jamais on possède de l'Ether, et qu'on est bullish sur l'Ether? Donc on se retrouve quand même dans quelque chose qui est intrinsèquement lié dans la cohérence de la cryptosphère, parce que les deux ont des utilités différentes, et donc, quand on a un portefeuille un petit peu construit, on va forcément avoir du BTC, on va avoir de l'Ether. On va avoir les deux. Et donc ça veut dire que c'est les mêmes personnes qui possèdent les deux assets. Et donc forcément, on a une forme de liaison qui va se faire. Là-dessus, les Bitcoin maximalistes vont me dire non, moi je possède que de l'Ether, que du BTC, et les Ethereum maximalistes vont me dire que je possède que de l'Ethereum, mais somme toute, majoritairement sur la globalité des gens, on est quand même sur des personnes qui possèdent les deux actifs, et sur lequel on ne va pas forcément avoir deux cassures qui va avoir lieu. C'est un petit peu l'idée. Je pense qu'on est plus en attente de la résolution de la problématique de The Merge. Alors, il y a d'autres résolutions qui sont en attente, clairement, qui sont aussi macro, et c'est une des choses qu'on va aborder tout à l'heure. Et si on regarde un petit peu le Nasdaq, on voit qu'on a eu une journée hier qui a été vraiment de consolidation forte. On a un début de journée qui est plutôt positif aujourd'hui au niveau du Nasdaq, mais derrière, on n'oublie pas que le BTC, lors de cette chute-là, n'a absolument pas bronché, quasiment pas bougé. Donc on se retrouve, et là on n'a pas d'accélération haussière. Au niveau du BTC, on voit qu'on a quand même une décorrélation qui est assez intéressante, qui montre une forme de résilience forte du BTC par rapport au marché traditionnel. SP500, on est arrivé donc dans une zone de retracement importante, je vous l'avais donné, les 3900, sur lequel, entre 3900 et 3950, nous avons ici une grosse zone de renfort, sur lequel nous avons une fin d'order block qui se trouve là, avec une liquidité qui correspondait aux 236 du retracement total de ce mouvement, donc sur lequel on est en train de travailler. Donc on a une accélération pour essayer de toucher les 618 qu'on n'a pas fait. Alors je vais juste remettre ça parce que j'avais oublié, je l'ai supprimé. Donc là-dessus on est vraiment, en fait on s'est arrêté sur une zone d'entre-deux, sur lequel potentiellement, c'est l'idée que je vous avais donnée, soumis, c'est qu'on était sur un retracement effectif pour retravailler une zone, pour repartir, soit aller chercher ici 4500, pour faire une continuité baissière, soit break avec une cassure, qui serait une cassure ici des 4635 pour faire un break of structure. Donc là-dessus, le SP500, on va attendre ce qui se passe. Pareil sur le Nasdaq, on est dans une zone très importante avec un rebond sur le 618, avec une zone qui est ma box sur lequel je vous ai donné un potentiel point sur lequel on pouvait faire un retracement effectif pour repartir à la hausse, soit retester ce nouveau top que nous avons fait, soit le break, et à ce moment-là on aurait une invitation là, à aller chercher les 14300, voire potentiellement faire un énorme break of structure, donc qui est le plus important, sur lequel on irait casser ici les 15280 pour pouvoir après repartir à la hausse. C'est un petit peu l'idée. Alors là-dessus, je vais aborder la notion de 10 000 et la notion de macroéconomie, parce que c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, notamment en commentaire, c'est que la macroéconomie nous dit qu'on va aller à 10 000. Alors, la macroéconomie nous dit qu'on va aller 10 000. On va reprendre ce graphique-là. La macroéconomie nous dit qu'on va aller dans les 10 000. Oui, mais est-ce que c'est la macroéconomie qui nous a dit qu'on a chuté ici? Est-ce que c'est la macroéconomie qui nous a dit qu'on a chuté là? Clairement non. Ici, c'est un événement qui est purement et littéralement quelque chose propre aux crypto-monnaies. C'est la chute de Terra Luna. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'aspect crypto-monnaie et qui est, somme toute, une attaque réelle qui a été faite, une attaque baissière qui a été faite sur un des gros protocoles qui a entraîné une liquidation massive et une disparition aussi de beaucoup d'assets qui étaient collatéralisés avec de l'UST et autre chose. Mais globalement, c'est propre aux crypto-monnaies. Ici, cette cassure-là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Celsius. Celsius
Gros acteur, pareil, cassure, c'est la continuité de ce qui s'est passé là. Propre aux crypto-monnaies. Purement aux crypto-monnaies. Donc globalement, cette chute, ce passage ici de 48 000 à 17 000, c'est des vecteurs qui ont été faits par le monde de la crypto-monnaie, qui n'ont pas été faits par la macroéconomie. Je suis d'accord que la macroéconomie joue énormément en termes de pression, mais il ne faut pas oublier que là, les cassures, la grosse cassure que l'on a eue sur cette dernière partie d'année, c'est des cassures qui ont été faites par rapport à des événements de la cryptosphère. Et donc, à ce moment-là, en quoi la considération d'un événement positif dans la cryptosphère devrait être retirée par rapport au fait qu'on a de la macro. La macro va jouer sur l'ensemble, on est d'accord, mais est-ce que vous pensez qu'il reste beaucoup d'institutionnels dans une macro actuelle qui sont sur des actifs risqués, comme ceci, maintenant ? Je ne pense pas, je pense qu'ils sont très très faibles. Donc les personnes qui risquent de partir de BTC et des crypto-monnaies sont potentiellement des personnes qui sont encore présentes, très peu d'institutionnels, ou en tout cas s'ils sont présents sous forme d'institutionnels, c'est qu'ils ne veulent pas changer. C'est-à-dire qu'ils ont une confiance dans la notion de la crypto-monnaie à réexploser derrière et justement à remettre en place. La notion de 10 000 n'est pas obligatoire. La notion de 10 000 est peut-être même pas du tout obligatoire. Elle peut l'être, on a techniquement des appels à un 618, mais considérer que la macro est suffisante pour break à 10 000, je pense que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, il faut qu'il y ait des événements internes à la cryptosphère pour pouvoir se faire. On n'oublie pas que la cryptosphère est encore sortie, justement, du marché financier classique. Et ça, c'est vraiment important. Et on le voit comment le Bitcoin, par exemple, réagit ces dernières semaines par rapport aux attaques du Nasdaq. On est sur une correction qui est minime. Quand on regarde la chute qu'il y avait eu ici avec le break du Nasdaq, on avait, pour chaque pourcent du Nasdaq, quasiment 3% du BTC. Ce n'est pas le cas ici. Ce n'est plus du tout le cas ici, et c'est ce qui est aussi important au niveau du BTC, et la vision que j'en ai maintenant. Alors oui, peut-être j'ai un biais qui est plus boule que d'habitude, parce que, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'étais le premier à dire qu'on allait break ici, cette cassure de l'AR pour aller faire un saut. Voilà, mais à un moment donné, il faut aussi changer. C'est pas parce que j'étais baissier dans toute cette zone-là, j'avais annoncé la cassure ici, que je suis baissier ad vitam aeternam. C'est à un moment donné, il faut prendre en considération le fait qu'on ait une consolidation, qu'on ait une résilience, que là on est comme dans une zone de retracement techniquement qui pourrait être suffisant, et même pour aller plus loin, si on regarde un petit peu la traçabilité et la notion de fractalité, alors même si ça m'insupporte de parler de la notion de fractalité dans la temporalité, certes le BTC a un cycle de 4 ans qui est basé sur le halving, mais il y a des éléments fondamentaux qui sont en train d'être transformés. L'impact de The Merge sur l'ensemble de l'économie de la cryptosphère n'est pas à mettre de côté, elle n'est pas à oublier. C'est quelque chose qui est vraiment important et qui va transformer les choses, clairement en termes au niveau d'Ethereum et de toute la zone d'influence d'Ethereum et donc tous les EVM, on va avoir quelque chose qui va vraiment drastiquement changer. Et est-ce que ça va avoir un impact sur la crypto-monnaie en général et le BTC ? Oui, clairement oui. C'est normal, mais en même temps, c'est tout à fait logique. Ethereum prend de plus en plus de poids dans la dominance de la totalité des market cap, et donc derrière, on va avoir un cycle dans un cycle. Moi, ça me paraît tout à fait logique que ce cycle-là soit légèrement différent du cycle de 4 ans de halving. Et même si on se base sur le cycle de 4 ans de halving, admettons, je dis n'importe quoi, le merge, il se passe rien sur BTC, et donc on reste sur le halving préparé en 2024. Ok, pas de problème. À ce moment-là, on regarde la fractalité. Cassure, baissière, accélération haussière, recassure, accélération. Le halving, il est par là, hein, d'accord ? Il est en 2020, il est par là. Ok, donc ça veut dire qu'on a une accélération, alors qu'on est en bear market. Alors là-dessus, toutes les personnes qui mettent des commentaires en disant qu'on est en bear market, on va aller à 10 000, on va aller à 3 000, c'est qu'ils n'ont même pas pris le temps de regarder le graphique avant. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent strictement rien à déjà ce qui s'est passé avant. Systématiquement, on a une cassure baissière, ici, retravail haussier, recassure et accélération.
Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est pareil, cassure baissière, réaccélération haussière, recassure, réaccélération. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Cassure, réaccélération haussière, recassure, réaccélération. Et en fait, ça a toujours été de cette schématique-là. Donc pensez que ici, parce que la macroéconomie, parce que on est en bear market, on ne peut faire que descendre, c'est ne pas comprendre le cycle déjà du Bitcoin, qui est propre au Bitcoin, qui est propre à la crypto-monnaie, donc qui sort de toute la notion de l'industrie. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, vous expliquant que le halving, c'est quelque chose qui est à part et propre au Bitcoin, et qui est excessivement fort par rapport au Bitcoin. Et deuxièmement, c'est ne pas se poser la question de est-ce que on peut retracer à la hausse. C'est être dans un biais, bloqué dans un biais baissier. Il faut savoir se remettre en question et savoir se dire, ok, j'ai un biais, là actuellement, j'ai peut-être un biais qui est un peu haussier. Ok, donc c'est pour ça que je garde l'optique d'une cassure dans les 14 000, 14 500, voire 10 000, mais globalement, là, mon biais est en train de devenir et se renforce petit à petit au niveau haussier. Et il y a aussi autre chose. Dire que la macro va entraîner le BTC, c'est le fait de considérer que déjà la crypto-monnaie est forcément liée à la totalité de la macro. Alors oui, qui a un impact très fort, mais il y a un impact qui est beaucoup plus faible que historiquement. Par rapport au moment où on était là, l'impact ici était très fort, l'impact ici est très faible, d'accord? Donc on a un niveau de corrélation qui a énormément diminué. Déjà, premier point. Deuxième point, c'est considérer que la crypto-monnaie est un marché classique. Alors que ce n'est pas le cas, c'est un marché qui a ses propres règles, qui a son propre écosystème, et qui a ses propres aficionados, d'accord? Donc ça, il faut vraiment l'assimiler. Troisième chose, c'est que ne pas considérer que le marché est efficient. Si on fait un petit peu d'économie, un petit peu de finance, la première chose qu'on nous apprend, c'est l'efficience du marché. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le marché anticipe. Et il y a une règle qui a été statuée, qui est qu'il anticipe entre 6 mois et 12 mois. Alors, bon, cette règle est historique. Maintenant, elle est quand même bien moindre avec l'automatisation des trades. Ça, je ne vais pas en parler plus maintenant, mais globalement, on est sur une anticipation de 3 à 6 mois. Donc, c'est-à-dire que le marché, les mouvements du marché actuellement ne représentent pas ce qui est en train de se passer. Oui, on peut avoir de la volatilité liée à un moment, à une news ou quelque chose comme ça, mais l'ensemble de la macro, donc la cassure qui est effectuée ici, et la réaccélération là, ne correspondent pas à ce que l'on voit maintenant, mais plus à une représentation que le marché a de 3 à 6 mois. Les 3 à 6 mois prochains, d'accord? Donc, c'est un petit peu... Et donc, du coup, considérer que la macro est réelle maintenant, oui, mais non. En fait, le principe même du marché, c'est de l'anticipation. C'est le principe d'avoir un marché qui est capable d'assimiler, qui est efficient. C'est ce sur quoi la totalité de la finance actuellement repose. Et c'est un petit peu le concept de cette idée de cassure baissière à 10 000 est une représentation peut-être un peu caduque du fait qu'on est dans une macro qui est catastrophique. Est-ce qu'elle l'est toujours autant? Est-ce que dans 6 mois, elle le sera moins? Est-ce que les marchés sont en train d'anticiper derrière? Considérer que la macro européenne a un impact sur les marchés financiers, l'impact de la macro européenne est très très faible par rapport aux marchés financiers. Ce qui domine, c'est la Fed. C'est le dollar. Point. Le reste n'est qu'annexe, sauf si on fait, bien évidemment, du forex où on va y travailler des paires particulières, mais globalement, sur le marché global, surtout sur le BTC, on n'oublie pas que le BTC, maintenant, les mineurs, la majorité des mineurs, se trouvent en Amérique. Enfin, il faut prendre un petit peu de recul par rapport à la macro actuelle, désolidariser la notion d'économie européenne qui est en train de se faire, et considérer et ne pas surpondérer l'impact de la macroéconomie européenne sur, globalement, ce qui est en train de se passer, et le Bitcoin et la crypto-monnaie en général. Tout est un ensemble, il faut bien comprendre, mais surtout pondérer chacun des ensembles. Tout a un impact, mais pas tout n'a le même impact, et justement, il ne faut pas aller dans des généralités en disant la macro est mauvaise, on va aller à 3 quarts, on va aller à 10 quarts. Non, c'est vraiment trop restrictif, il faut prendre le temps d'analyser, comprendre justement les différentes schématiques, pour prendre un petit peu de recul sur ce qui est en train de se passer.
Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment. Et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.